Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dikankuru. L'activité de collecte d'épargne à Dogbe n'a plus droit de citer au Bénin. C'est un arrêté interministériel en date du 4 mars 2022 qui interdit sur tout l'ensemble du territoire national cette forme de tontine répandue et généralement pratiquée par des femmes. Signé par les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique ainsi que du ministre de l'Économie et des Finances. Cet arrêté comporte en son sein 5 articles. Il fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'opinion publique. Et nous abordons également ce sujet sur ce plateau avec le docteur Abdelaziz Bonizime. Il est juriste consultant Paraco. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je le disais tout à l'heure, l'article 1 de cet arrêté interministériel stipule qu'il est interdit sur l'ensemble du territoire national l'activité illégale de collecte de l'épargne dénommée Adobe, de toutes ses formes justement et sur toutes ses appellations. D'abord, que peut-on retenir de ce décret signé par ces deux ministres? Merci. D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité pour me prononcer sur ce décret qui a été signé par ces deux ministres de la République. Et au prime abord, il faut dire que le gouvernement a voulu régler un problème, mais en a créé beaucoup. Voilà, vous dites, on a voulu créer un problème. Pourquoi vous dites ça? Oui, parce que cette activité communément appelée Adobe n'est plus une activité qui a commencé il y a 2-3 jours. Elle existait depuis des décennies. Donc je crois que le gouvernement aurait pu réorganiser le secteur et non de prendre un décret pour suspendre. Donc il faut dire aussi que le gouvernement est en son plein droit, parce que il y en a parmi eux qui exercent cette activité-là et qui disparaissent avec les fonds de nos pauvres citoyens. Maintenant, on ne peut pas dire que nous sommes dans une famille, vous êtes un père de famille, qu'un enfant a volé, ou il a commis un acte, et vous avez voulu sanctionner cet enfant et en sanctionnant tous les autres enfants. Ce qui voudra dire quoi? Et vous avez privé cet enfant de manger. Au lieu de priver cet enfant seul de manger, vous avez privé tous les enfants. Et ce qui n'est pas normal. Droit à la vie, et donner à un enfant à manger est un devoir d'un parent. Et c'est un droit à un enfant de manger. Du moment où il n'a pas encore un âge donné, qu'il vit encore sur le toit de ses parents, c'est un droit. Mais en prenant un décret pour suspendre cette activité est une violation flagrante de la loi fondamentale de 1990. Et que dit cette loi? Non, c'est notre constitution en fait. C'est la constitution qui dit droit à la vie, droit à tout ce que vous en savez. C'est la constitution du Bénin qui donne ce droit. Quelqu'un doit aller revenir. Tu prends le droit à la vie parce que cette activité permet à beaucoup de personnes de joindre les deux bouts. Voilà, c'est devenu une activité pour beaucoup de personnes et qui exercent cette activité et qui ont quand même des employés. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans la ville de Paraco, toutes les portes de ces activités-là sont fermées. Mais qu'est-ce qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui veulent acheter un portable. Tu n'as pas cash, c'est-à-dire la liquidité. Je commence une tontine. Voilà, tu commences une tontine auprès de ceux-là
et jusqu'à avoir le montant qu'il faut pour aller acheter ce portable-là. C'est que ça permet quand même, il y a des millions de gens qui ont acheté des motos, mais parce qu'ils n'ont pas une activité qui leur permet, où on dit, bon, j'ai mon salaire, et à la fin du mois, je peux, et après avoir prélevé l'argent de copote de madame et consorts, je peux aller acheter une moto. Mais ils le font autrement. Ils cotisent et jusqu'à avoir le montant qu'il faut pour acheter cette moto-là. Je vous dis, selon moi, le gouvernement aurait pu réorganiser le secteur que de prendre un décret pour suspendre. Tout à fait, ils ont parlé de la loi 2012-14 mars 2021 portant réorganisation du secteur et comment dire du secteur du système financier en République du Bénin. Mais lorsque vous rentrez, les formalités à remplir et pour avoir cet agrément, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. C'est pas des gens qui ont suffisamment de moyens en fait. Ils n'ont pas suffisamment de moyens. Ils sont en train d'exercer ce métier, cette activité-là. Donc, moi, j'aurais souhaité, même si j'aurais une loi, qui sera un projet de loi, ou comment dirais-je, pour voter une loi, pour encadrer le secteur. Donc, pour vous, suspendre, ce n'est pas la bienvenue pour vous. Suspendre cette activité n'est pas la bienvenue. Oui, et donc, caractère social. Voilà. Je pense actuellement nous sommes en train de parler du caractère social de l'activité en fait. Mais ça c'est en train de gâter beaucoup de choses, c'est en train de détruire beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas du même avis que ceux-là qui pensent que il y a un décret ou il y a une loi qu'il faut faire recours pour pouvoir remplir les formalités administratives et pour se conformer. Non. On aurait pu mieux le faire. Et voter une loi ou un autre décret. Parce que le gouvernement est là pour protéger ses citoyens. Le chef de l'État est là pour protéger ses citoyens. C'est bon, ceux-là qui exercent ce métier-là, ils payent les impôts. Parlons justement du caractère social. Aujourd'hui, c'est plusieurs personnes qui vont dans le chômage parce que ces maisons sont fermées. Et voilà, et plusieurs personnes encore vont dans le chômage parce que quand on sait que c'était cette activité qui leur permettait quand même de joindre les deux bouts. Oui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est vous dire que le gouvernement aurait pu mieux faire. Et la réorganisation du secteur est très importante. Oui. Parce qu'il y en a de ces individus mal intentionnés et qui créent ces structures-là communément, et ces activités communément appelées Adobe, et juste pour s'emparer, ni tromper la vigilance de nos pauvres concitoyens et disparaissent avec leurs fonds. Est-ce que vous savez qu'il y a également ces promoteurs-là qui ont cette attitude? Ce que vous venez de dire, qui organisent ces tontines et puis à la fin, ils prennent l'argent et puis ils disparaissent avec l'argent des pauvres citoyens. Et tout à fait. Tout récemment, même, il y a une dame qui a été interpellée par un de ses clients parce que le monsieur épargnait à Cotonou et puis quelques jours après, ou quelques mois, il est allé, pour pouvoir récupérer ce qu'il a cotisé. Malheureusement, la porte est fermée. Donc, on arrive les dégâts. Oui, mais il n'a rien dit, il est parti. Or, le monsieur, il est d'Achupa, dans la commune d'Avrancourt, à Porto-Novo, dans l'OMI. Maintenant, lorsque le monsieur, lui, en circulation, il a croisé la dame qui venait faire collecter les fonds auprès de lui. Il a dit, mais c'est cette dame-là, ça. C'est comme ça, il a alerté la police et cette dame a été interpellée. Je crois que ces cas sont plus légion et le gouvernement a bien fait, tout à fait, mais il y a un mais.
et qui est là, le gouvernement aurait pu mieux le faire en faisant en sorte que ceux qui sont de bonne foi, qui exercent ce métier, qui depuis des années, qui vivent de ça, puissent continuer dans le même élan. Tontine Adogbe, c'est vrai que le gouvernement l'a suspendu à travers un arrêté interministériel, mais est-ce que cette activité n'avait pas quand même des avantages sur les citoyens dans la ville, n'avait pas quand même pour des familles qui, quand on sait qu'aujourd'hui, ont de difficultés à joindre les deux bouts, surtout avec ce temps que nous traversons aujourd'hui, est-ce que cette tontine n'avait pas des avantages sur des familles en République du Bénin? Oui, et vous notez que cette activité a beaucoup d'avantages en fait. Je l'ai énuméré tout à l'heure que lorsque vous voulez prendre peut-être les essentiels de cuisine et vous n'avez pas suffisamment d'argent pour aller acheter, vous pouvez cotiser. Et c'est eux-mêmes, ils ont à leur disposition ces essentiels-là, tout ce que vous voulez. Ils ont télé, ils ont tout. Ben, vous cotisez auprès d'eux et lorsqu'ils ont atteint le montant que vaut l'article et vous venez chercher. C'est très important. C'est très important. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un aujourd'hui qui peut-être à 500 000 ou bien 1 million commencer cette activité et d'avoir un agrément. Bon, je crois que ce serait difficile. La suspension aujourd'hui par le gouvernement, vous ne voyez pas quand même qu'il y a peut-être que c'est une crise de confiance pour ces promoteurs. Le gouvernement dira voilà, et nous l'avons observé plusieurs fois, ces promoteurs s'enfuient avec l'argent des pauvres citoyens. Est-ce que vous ne voyez pas quand même que c'est peut-être une crise de confiance de la part du gouvernement qui a conduit à la suspension de l'activité? Bon, et s'il il avait une réorganisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que tout est encadré, en fait, donc ceux-là qui, de mauvaise foi, qui disparaissent avec les fonds, ne pourront plus le faire. Ne pourront plus le faire. Parce que quand une loi ou un décret en bonne et due forme sera pris, je crois que on peut jusqu'à aller dire que vous devez avoir un tel montant, par exemple, avant d'exercer cette activité-là. Il peut le dire, mais si l'agrément, c'est pas... Vous voyez aujourd'hui, les structures qui ont d'agrément au Bénin, ce n'est pas des petites structures financières, des gens qui ont suffisamment de moyens. Et les promoteurs, quand vous vérifiez très bien, c'est des sociétés SA. Ils ont beaucoup d'actionnaires. Et pas une seule personne. Donc, et quand vous voyez ceux qui font l'activité à Dogbe, peut-être une personne le font. Surtout nos mamans. C'est elles qui mènent véritablement cette activité-là. Est-ce que pour joindre les deux bouts? Oui, tout à fait, pour joindre les deux. Et évidemment, aujourd'hui, la crise, il n'y a plus d'emploi en fait, il y a plus, l'État fait de son mieux, mais... Cherté de la vie surtout. Voilà. Et donc, ça permet quand même à ces braves femmes-là qui ne baissent jamais les bras et continuer à exercer librement cette activité. Et je crois que cette émission que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et le gouvernement va attirer l'attention du gouvernement. Nous ne sommes pas contre la décision ou le décret qui a été pris, mais plutôt de revoir en tant que père de la famille et le gouvernement à pouvoir revoir les choses pour que ceux-là aujourd'hui qui sont à la maison, qui ne savent plus quoi faire, parce que l'État a pris un décret pour mettre fin à leur activité, puissent continuer à exercer leur activité. C'est quand même une désolation dans le rang des bonnes dames quand même. On a suivi certaines se plaindre, voilà, suspendu aujourd'hui, et à quel ciel nous allons nous vouer. C'est une désolation. Vous également, vous compatissez à leur douleur? Oui, et puis tout c'est, je suis un homme. Et les femmes sont nos mamans. Quand tu as une femme à la maison, elle se sent bien, toi-même tu es à l'aise. Même si c'est pas toi qui le fais ça, et les gens voient que elle est bien habillée,
elle a moto, elle a tout. Bon, on va dire c'est son mari, hein. Le mari ne lui donne rien. Donc, même si au fond, c'est la tontine qu'elle voit qui lui permet de quand même se mettre bien et se montrer propre devant la face du monde, quand même. Donc, et que bon, et les gens vont dire, ah, c'est son mari. Eh bien, en réalité, le mari ne lui donne rien. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire, attirer surtout l'attention du gouvernement. Nous lui demandons de faire autrement pour que cette activité-là reprenne. Et pour que nos mamans puissent nous laisser en paix. Parce que aujourd'hui, voilà, c'est vrai, aujourd'hui, cette suspension va les conduire à s'accrocher à leur mari, même si par le passé, cela faisait beaucoup d'efforts. Avec cette suspension où on n'a plus rien à mettre à côté, forcément, c'est le mari qui reprend encore la charge, c'est lui qui va continuer par mettre la main à la poche afin de satisfaire les besoins de la famille. Oui. Et aujourd'hui, bon, le mari, mais il faut demander le mari combien il gagne. Justement. Combien il gagne. Il y a certaines femmes même, que quand le mari donne l'argent de copote, et elles vont épargner là-bas. Quand le mari n'en aura plus, ça devient compliqué. Elle ne pourra plus épargner. Vous voyez ça? Ça devient vraiment compliqué. Non, ça, oui. Elle épargne. Le jour où le mari elle va pour pouvoir répondre aux besoins de la famille. Voilà, là, vraiment, c'est vraiment d'une importance capitale, cette tontine, mais aujourd'hui, c'est vraiment triste, si on peut le dire, et la suspension. Non, je ne peux pas dire pour le moment parce que le gouvernement a suspendu. Oui, tout à fait. Et le gouvernement a suspendu l'activité, c'est bien vrai, et ce même gouvernement peut revenir. Et sur ce décret, on en a vu pour autre chose. Oui, mais maintenant, le gouvernement stipule en son article 1er que désormais toute personne qui voudrait exercer cette activité doit faire recours à cette loi 2012-14 du 21 mars 2021 en République du Bénin. Oui, tout à fait, mais le gouvernement peut revenir encore là-dessus. Il cite cet article et de faire recours à la loi 2012, mais puis réorganiser du secteur. Et je l'ai expliqué tout à l'heure que ce n'est pas tous ceux-là qui ont les moyens et aujourd'hui pour aller faire face aux formalités administratives pour avoir l'agrément. Ce serait difficile. Donc, nous demandons au gouvernement de la rupture de revenir sur ce décret qui a été pris par deux ministres, celui des Finances et de l'Intérieur, pour permettre à nos concitoyens d'exercer librement cette activité. Bon. D'accord. On l'a compris, vous l'avez expliqué de long en large, les tenants et les aboutissants de cette loi, de cet arrêté interministériel qui suspend en République du Bénin cette activité de tontine communément appelée Adogbe. Nous allons également aborder sur ce plateau ce sujet justement de l'affaire Éloi Dogo, justement, cet étudiant qui a subi la vindicte populaire dans la ville de Parakou. Docteur, en tant que juriste, d'abord, que peut-on retenir de cette affaire à ce jour? Pour l'affaire Éloi Dogo, paix à son âme. Voilà, comme si c'était hier. Et on ne peut pas dire tout de suite que cette affaire est conjuguée bien dans le passé, parce que il y a certains qui ont été interpellés. Il y a 5 ou 6 personnes que j'ai eu la chance de croiser au tribunal dernièrement et qui ont fait leur déclaration de fonds et le juge d'instruction. Donc c'est un crime qui a été commis. Donc c'est pas une affaire de flagrant délit. On peut dire que bon, ils sont programmés de lui. Donc la procédure suit son cours. Il faut dire que bon, ça dépend. Hein. Aujourd'hui, les tribunaux sont habilités à juger les crimes, à se prononcer sur les crimes. Donc, peut-être nous allons encore attendre l'année prochaine, parce que la session criminelle vient de passer.
L'année prochaine, vous dites l'année prochaine, donc vous voulez dire que ces personnes vont croupir dans les prisons jusqu'à l'année prochaine avant qu'on ne passe à la session criminelle. C'est peut-être, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un magistrat, moi. Donc, peut-être, et ça dépend de l'enquête. Ça dépend de l'enquête que le juge a eu à faire. C'est le juge en charge du dossier qui finira par clôturer. Lorsqu'une déclaration de fonds a été faite par les présumés, le juge, au retour, peut faire son rapport et envoyer au juge de la liberté et qui va à présent envoyer le dossier en session criminelle. Ça peut être l'année prochaine, mais il peut faire banalement 3-4 ans là. Avant? Non, avant qu'ils ne soient jugés. Tu peux aller jusqu'à 6 ans. Ça dépend. Ça dépend de l'enquête. De l'enquête que le juge en charge du dossier a menée. Donc, c'est pas une affaire de flagrant délit, c'est un crime qui a été commis. Donc, la procédure suit son cours. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, je ne suis pas proche du dossier. Il y a des gens qui disaient est-ce que l'affaire vraiment suit son cours, est-ce que l'affaire connaîtra son épilogue, mais à travers ce que vous venez de dire, c'est que on peut être rassuré, vous l'avez dit, vous avez suivi ces personnes, ces présumées coupables dans cette vindicte ont été écoutées par le juge d'instruction et voilà, donc ces personnes peuvent quand même être rassurées que... il faut dire que c'est pas la première fois, et une seule fois le juge va les écouter. Donc on prend des déclarations, ça peut être 2-3 mois, le juge vous appelle. Voici, vous allez changer de version. Ce que vous avez dit aujourd'hui, et c'est ça vous allez répéter demain. Donc c'est comme ça se passe. Et les parents aussi de la victime seront convoqués en présence des parents que le juge va, le juge peut les recevoir, comment dirais-je, il peut les recevoir tous ensemble, comme il peut recevoir la partie, comment dirais, les parents de la victime, comme les présumés. Donc ça dépend du juge, ça dépend mais pour ce que je peux vous dire par rapport à cette affaire, et c'est pas une affaire, cette affaire, la procédure suit son cours. Nous sommes dans un pays de droit et même s'ils n'ont pas un conseil sur le dossier, c'est-à-dire un avocat sur le dossier, et ne veut pas tuer ou brûler les fils vifs et ils vont encore payer à un avocat dessus, non? Là, je crois que c'est quelque chose qui s'est passé au vu de tout le monde, donc tout le monde connaît tout le monde connaît cette affaire, donc les juges aussi ne vont pas te laisser, la procédure suit son cours et la verdict tombera un jour. Et est-ce que vous avez l'assurance que vraiment ce dossier va connaître son épilogue un jour? Que ce dossier va connaître son épilogue. Est-ce qu'on aura les aboutissants? Oui, justement qu'ils soient condamnés. Et ils seront condamnés. C'est un crime qui a été commis, comme je viens de le dire. Ils seront condamnés. Bon, je ne suis pas... Je peux dire que c'est quelle peine ils méritent. Vous pouvez faire recours au code pénal et les crimes, combien de peines en cours, celui qui a commis un crime. Et donc voilà ce que nous pouvons retenir à présent par rapport à l'affaire de Éloi Dogo, étudiant en droit à l'université de Parakou. D'abord, c'est vindicte populaire et c'est un fait déploré par un bon nombre de Béninois. Pour finir, qu'est-ce que vous avez à dire pour que ces genres d'événements quand même ne surviennent plus dans la ville de Parakou? Une vindicte populaire, sont semblables, c'est quand même déplorable. Il faut dire que c'est manque de confiance en fait, manque de confiance et les responsabilités sont partagées lorsqu'on fait recours à cette affaire. Parce que le quartier dans lequel ça s'est passé et le jeune étudiant a été brûlé vif a quand même un élu local et qui devrait normalement alerter la police. Ce qui n'a pas été fait.
Donc nous avons vu aussi la présence de la police républicaine. Même sur les lieux, Oui, qui n'a pas à agir. En sorte, il faut dire, bon, c'est pourquoi je parle de la responsabilité collégiale. Donc les responsabilités sont partagées et si nous allons entrer dans le fond de cette affaire, il y aura beaucoup de sanctions administratives comme judiciaires. Beaucoup. Donc l'affaire est sur son cours, la procédure suit son cours. Donc on attend toujours demain que certaines personnes soient encore interpellées, oui, et pour répondre de la légèreté, je vais dire. C'est une légèreté. C'est de la légèreté. Voilà. D'accord. C'est qu'on peut retenir de l'affaire de l'Andjou. 30 secondes pour conclure cette émission. Pour conclure cette émission, je peux d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau Dikankourou. Est-ce que vous connaissez la définition du mot Dikankourou en bâtonneau? Je suis Bassangari. Si vous connaissez ce que ça veut dire? Dikankourou. Oui. Bon, après l'émission, vous allez... Non, mais dites-moi ça déjà avant de partir. Dikankourou. Oui. C'est un ago bien bariba. C'est un mot bariba quand même. Hein? On n'a pas eu la chance. C'est vrai que je suis nago, mais je peux quand même vous donner la définition du mot. C'est un esclave. Un esclave, un nago ne peut pas m'expliquer ou me traduire un mot bariba. Même si vous arrivez à me donner la définition, j'irai à Niki vérifier. Ah, en tout cas, j'attends quand même que vous allez à Niki revenir me donner la définition du mot. Mais en attendant que vous ne partiez, quand même, moi je vous dis, Dikankourou, c'est un espace, un plateau réservé pour décrypter l'actualité politique nationale et internationale. C'est un espace qui nous permet quand même de décortiquer tout ce qu'il y a eu comme actualité et déjà peut-être passé. Et puis nous, sur ce plateau, nous essayons de recycler cette information. En quelque sorte, c'est, comme le dit en Batanou, c'est la patte d'hier, Dikankourou. Donc, pour, voilà, et colorer un peu cette appellation, en quelque sorte, c'est un espace pour nous de décortiquer l'actualité déjà passée. Nous ramenons ça sur ce plateau et puis, avec nos invités, nous essayons de brosser, voilà, et parler de long large de cette actualité. Donc, est-ce la peine d'aller en Kwaniki pour... Oui, parce que vous êtes un nago. Un nago ne peut pas m'expliquer ou me traduire un mot bariba en français. On fera le débat après cette émission. Oui. Stop fin, mesdames et messieurs, vous l'avez compris. Terminus, tout le monde descend. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci également au docteur Abdelaziz Bonizime qui a répondu à notre invitation. Merci à toute l'équipe de réalisation. Sabu Chebet Damour, Joël Zavis, Eman Moussou qui sont restés pour m'accompagner. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt.